Bonsoir, nous sommes le 7 novembre, nouvelle édition du journal de la rédaction, le 7-8, l'actu comme chaque soir à 18 h en direct. Et ce soir, il sera question des élections à Elancourt, politique. Parti socialiste et Parti communiste, les deux formations se sont rapprochées dans le cadre des municipales. Une conférence de presse commune vient de se tenir hier soir. Le haut débit pour la ville de Plaisir, c'est pour demain. L'opérateur Orange a présenté son dispositif avec l'appui de la municipalité. Et puis à la veille du 100e anniversaire de la guerre de 14-18, une vaste opération de collecte d'archives s'organise. Je recevrai la chef de service aux archives départementales des Yvelines ainsi qu'une archiviste de la mairie de Guyancourt pour en parler. Et puis restez bien avec nous. À la fin de ce journal, vous entendrez Axel Bauer. Il est actuellement en répétition à la batterie à Guyancourt avant son passage sur scène dans la soirée. L'image du jour, c'est la filière équestre mobilisée contre la hausse de la TVA annoncée au 1er janvier qui pourrait passer de 7 à 20%. Une opération escargot était organisée ce jeudi matin entre Saint-Germain-en-Laye et Rambouillet, en passant par Versailles et Plaisir à l'initiative d'un collectif, la Horde 78, qui rassemble des professionnels, des éleveurs, des cavaliers ou encore des professeurs. Sur la route pour cette première manifestation, une douzaine de voitures. La hausse de la TVA de 7 à 20% est exigée par Bruxelles pour harmoniser les taux en Europe. Coup dur pour ces professionnels qui rappellent qu'ils ne disposent d'aucune subvention publique. Et l'on n'oublie pas que les Yvelines sont le premier département francilien en matière d'activité équestre. Là, le risque, c'est qu'avec une hausse de 13 points d'un coup, on ne puisse pas survivre si on ne la répercute pas sur les clients. Et d'un autre côté, si les clients, c'est même pas sûr qu'ils nous suivent. Et on serait la seule coopération à subir une hausse aussi importante de TVA. Donc, puisque l'industrie du libre, notamment, est toujours à 5,5 si je m'abuse. Actuellement, moi je suis dans une pension au pré, donc je paye 200 € par cheval. Et donc ça va faire une énorme augmentation que pour le moment, j'avoue, je n'ai pas calculé parce que ça fait très peur. Une augmentation de TVA pour les gens particuliers comme moi qui ont une pension, c'est une chose. Mais ça va clairement fermer des centres équestres puisque le prix des cours va augmenter. Quand on voudra prendre une carte à l'année, ça va faire un énorme changement. Le prix des pensions également vont augmenter. Donc petit à petit, ça va faire fermer du monde. Ça va, je pense, honnêtement, diriger de plus en plus de gens vers des particuliers et du coup, ça ne va pas du tout servir la filière professionnelle. Les franciliens, les professionnels franciliens qui restent mobilisés, manifestation prévue par le comité régional d'équitation lundi 11 novembre en Val-de-Marne ainsi que les 18 et 19 novembre prochains dans la France entière. À Elancourt, les socialistes et les communistes réunis sur la même liste pour les élections municipales. Le PC a finalement décidé de ne pas se présenter avec ses alliés du Front de gauche, le parti de gauche notamment. Une conférence de presse vient de se tenir. Chacun revendique sa liberté d'expression, mais le mot d'ordre est commun. Se montrer unis face au maire sortant, l'UMP Jean-Michel Fourgousse. Il est question aussi de faire barrage au Front national qui se présentera. C'est une nouveauté dans la ville. Le programme est en cours d'élaboration. Il est question du social, de dialogue avec la population. On écoute la tête de liste Michel Bessot, suivi du représentant du PCF, nous parler des raisons de ce rapprochement. Parce que nous estimons que l'union fait la force et que sur, a priori, le nombre de listes qu'il y aura sur Elancourt, 4, 5, je n'en sais rien pour le moment, mais en tout cas, il n'y en a qu'une seule à gauche. La droite est divisée et nous avons souhaité partir unis pour donner une nouvelle impulsion à Elancourt. L'alliance avec le Parti communiste est aussi un signe fort de la part des représentants de la gauche en disant le gouvernement a peut-être failli sur certains points ou ne va peut-être pas assez loin sur certains points et nous, localement, nous voulons une véritable politique de gauche. En 2008, nous avions déjà un accord avec le Parti socialiste et le fait d'avoir travaillé ensemble, et nous semble-t-il dans de bonnes conditions, fait que nous repartons ensemble pour 2014. Car comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour nous, l'essentiel, c'est de changer de cap. Et Michel Bessot sera le prochain invité de Municipal 2014, mardi prochain, le rendez-vous politique de TV Fil en direct dès 18h30. La pluie ne devrait pas être un problème pour les cyclistes. Un inventeur des Essarts-le-Roi a mis en place un dispositif anti-pluie. Vous allez le voir, une invention originale que vous allez découvrir en images avec Claire Cambier et Jonathan Villeman. Sur la selle de ce vélo, Arnaud Sarfati ne manque pas d'attirer les regards. Cet inventeur nous présente ici son dispositif anti-pluie et anti-froid spécial cycliste. Habitué du deux roues, Arnaud en avait assez d'être mouillé. Après un an de recherche, il pense avoir trouvé la solution. Un projet fou,
Je pense que la folie, l'inconscience, c'est un peu le propre des chefs d'entreprise et des créateurs. C'est-à-dire que oui, ça fait peur, mais derrière chaque porte, on voit d'autres choses. Et tant qu'on n'a pas franchi la première porte, quand on crée une entreprise, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et donc l'idée, c'est il y a une part de folie et d'inconscience, j'en suis conscient. Mais si on ne se lance pas, on ne sait jamais si ça peut aboutir. Cet ingénieur n'en est pas à sa première création. Il y a plus de 10 ans, il lance un des sites leaders de covoiturage. En 2012, il vend cette société. C'est aujourd'hui le début d'une nouvelle aventure. Pour arriver à mettre au point ce système anti-pluie, Arnaud a commencé par réaliser différents prototypes. Tout a commencé chez lui, aux Essarts-le-Roi. Donc là, je suis dans mon garage. J'ai fait beaucoup de pièces avec quelques outils. Donc un étau, un poste à soudure, une paire de pinces et puis du fil de métal. En plus des structures métalliques, il fallait imaginer une tente. Une couturière voile l'a aidé, puis il a fait appel à des industriels pour la construction. Une quinzaine de prototypes ont été réalisés avant d'arriver au projet final. Alors, comment ça marche? Explication en images. Première étape, la pose des armatures. Donc le principe, c'est que ça se monte très simplement et sans outils, en fait, c'est ça. Ensuite, on installe la toile. Différents modèles existent pour s'adapter aux différents vélos existants, VTT, de ville et même pliables. Des crochets permettent à la tente d'être tenue et 2 baguettes maintiennent la structure du dispositif. 1,50 m de long pour 1,10 m de hauteur. Voilà, donc là il est prêt à partir. Pour se faire connaître, il se balade en ville protégée du Rouveby et raconte ses aventures sur son blog. Ce créateur propose dès aujourd'hui ses différents modèles en 4 coloris, comptés 98 €. Il a reçu une dizaine de commandes et compte s'attaquer aux pays nordiques. J'ai développé 2 pages, une en allemand, une en anglais, pour que le site internet réponde aussi au référencement dans les différentes langues et qu'il soit visible, donc et accessible par ces différents pays. Avec un investissement de 100 000 €, Arnaud espère atteindre l'équilibre d'ici 2 à 3 ans. D'ici 2020, une centaine de communes des Yvelines devraient pouvoir bénéficier d'un accès à la fibre optique 10 à 20 fois plus rapide que l'actuelle ADSL. Parmi ces communes, celle de Plaisir. Le chantier a démarré en 2012. Catherine Zulato, Jonathan Villeman. La fibre optique, on en parle beaucoup, mais peu l'utilisent encore. Pour cause, sur le département, son déploiement a été lancé en 2010 par Orange et SFR pour couvrir d'ici 2020 une centaine de communes. Ce qui représente, pour vous donner quelques repères, 83% des logements qui seront donc déployés par l'initiative privée. Dans le département, la fibre optique a été déployée sur le secteur de Saint-Germain-en-Laye et des Boucles de Seine. Plaisir fait partie des 20 premières communes fibrées. 50% des logements peuvent potentiellement y accéder. On a 3 critères, on va dire. Il y a un critère de densité, un critère technique, en fonction des équipements des centraux téléphoniques. Et puis, on va en priorité dans des communes, dans des quartiers de communes, où le réseau ADSL apporte un débit le plus faible. Le déploiement de la fibre sur la ville de Plaisir devrait s'achever d'ici 2015-2017. L'ensemble des habitants et des entreprises pourront profiter d'un réseau 10 à 20 fois plus rapide que la DSL, de quoi intéresser ceux qui veulent utiliser de nouveaux services comme la télé en 3D, télécharger ou envoyer des fichiers très lourds. Un défi stratégique pour les communes qui espèrent ainsi attirer des entreprises à forte demande technologique. Économique pour les opérateurs qui investissent de lourdes sommes, 2 milliards d'euros rien que pour Orange, pour l'ensemble du territoire. Hier, mercredi, avait lieu la présentation officielle des 20 projets candidats au Solar Décathlon 2014. Cette compétition universitaire mondiale réunissant 16 pays s'établira pour la première fois en France à Versailles en juin prochain. L'objectif, imaginer la maison du futur qui serait uniquement alimentée par l'énergie du soleil. Anthony Reich et Elodie Moine. Les 20 équipes candidates au Solar Décathlon 2014 ont enfin dévoilé leur prototype. Rien à voir avec une course de voiture ici, l'objectif est de concevoir une maison ou un habitat uniquement alimenté par l'énergie solaire. L'enjeu est double car le concept proposé doit avoir un coût acceptable. Avec une enveloppe de départ de 100 000 € fixée par l'organisation, le projet nantais Phileas veut réintroduire la production agricole dans un bâtiment d'une superficie de 70 mètres carrés pour un budget final de 400 000 €. Le projet global, c'est de réhabiliter ce bâtiment-là en introduisant une ferme pédagogique, une serre en haut du bâtiment. Et comme vous pouvez le voir sur le prototype qu'on emmène à Versailles, on a reproduit la serre, l'atrium, cette idée de nature au sein même du bâtiment.
Chaque équipe a pour mission de concevoir, construire, faire fonctionner et même déconstruire un projet de bâtiment de demain. Ils doivent répondre à un cahier des charges très précis. Le logement conçu doit par exemple intégrer des services de transport et plutôt être collectif. Ce qui est très intéressant, c'est une réflexion, c'est pas une petite boîte qu'ils construisent. C'est à travers cette maison écologique, une réflexion sur l'urbanité en général. Et vous voyez combien toutes les équipes insistent sur la prise en compte de leurs problématiques nationales. L'équipe chilienne présentera un habitat d'urgence post-tremblement de terre et les Roumains le projet de réhabilitation totale d'un immeuble stalinien des années 70. Rendez-vous à Versailles le 28 juin prochain pour l'étape finale dans le parc du château et les visites des projets grandeur nature. On passe à l'entretien de cette édition du 7 novembre et je reçois en plateau Mathilde Deuve. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes responsable des publics aux archives départementales des Yvelines et face à vous Isabelle Gourmelin. Bonsoir. Bonsoir. Archiviste en mairie de Guyancourt. François Hollande vient de lancer cet après-midi les commémorations du centenaire de la Grande Guerre de 14-18. Il a évoqué les valeurs de la nation, de la République. Un discours pour inaugurer un cycle important de commémoration. On a le sentiment que ce conflit de 14-18 passionne les Français. Est-ce que vous, en tant qu'archiviste, vous avez le même sentiment ? Oui, vraiment. Je pense que la grande collecte commence à réveiller un petit peu les réactions de nos Yvelinois, puisque de notre côté, on prépare depuis un certain temps la semaine prochaine la grande collecte. Et effectivement, on reçoit déjà beaucoup d'appels. Dans le cadre de cette série de commémorations, effectivement. Voilà, qui est une collecte nationale, auquel participe le Conseil général des Yvelines, bien sûr en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France, la mission centenaire, les archives de France et la Bibliothèque nationale de France. Et différentes municipalités également, comme à Guyancourt. Comment on peut l'expliquer, le fait que les Français soient si passionnés par ce conflit ? Vous avez une explication ? Oui, tout à fait. Ça se traduit dans les romans, au cinéma, il y a des documentaires. Il ne faut pas oublier que c'est quand même, ça a été toutes les familles de France ont été touchées par ce drame. Et chaque famille, justement, a des trésors, a envie de témoigner, parce que c'est encore une génération qui se souvient, qui a eu grand-père, grand-mère touchée d'une façon ou d'une autre par cet épisode dramatique. Oui, on a envie, via les différents objets, de se souvenir, puisqu'il n'y a plus de témoins directs. Voilà. C'est difficile, donc forcément, c'est à travers tous ces objets, d'où l'importance de votre travail dans les différentes archives. On va en parler dans un instant, juste après ce micro-trottoir. Que savez-vous de la Grande Guerre, justement, vos réponses? Qu'elle a été très mortelle et terrible. Terrible, les tranchées, C'est surtout qu'elle a fait beaucoup de morts, la plus meurtrière. C'est l'armistice qui a eu lieu le 11 novembre. Ça a été la première confrontation avec l'aviation aussi. Les anciens qui ont combattu pour la France, donc il faut garder le souvenir un petit peu. Boucherie, les poilus. Et une période quand même de beaucoup de morts. Mon grand-père a été fait prisonnier pendant la Grande Guerre en Allemagne. Ça faisait beaucoup de dégâts et on est bien content de ne plus connaître à nos jours. Et dans le cadre de ces commémorations des 100 ans du début de la Grande Guerre, on le disait tout à l'heure, est donc lancé une grande collecte, pas uniquement en France d'ailleurs, c'est à travers toute l'Europe même que c'est mené. Cela débutera officiellement le 12 novembre jusqu'au 16 novembre. Si vous disposez de documents datant de cette période, vous pourrez les confier aux archives de votre département pour les numériser. Pour l'instant, vous avez beaucoup de monde qui se sont manifestés. Quel type de documents, quelles sont les sources de cette période ? Alors, tous les documents personnels peuvent nous intéresser. Je peux dire que ça peut partir de la carte postale, la lettre d'un grand-père, un carnet de voyage, une photographie. Ça peut même être un objet, éventuellement. Voilà, on est prêt à accueillir tout type d'objets. Et je voudrais préciser que ce ne sont pas uniquement des objets qui concerneraient typiquement le département. On accueille, bien sûr, tout témoignage de la guerre, quel que soit le front que ça concerne, quel que soit le département que ça concerne. Surtout dans le département des Yvelines, où il y a beaucoup de populations qui viennent de l'ensemble de la France, forcément vous devez avoir des gens qui se manifestent avec des richesses d'autres régions. Sur Guyancourt, vous avez commencé déjà ce travail de collecte? Oui, tout à fait. Nous, on a lancé notre appel
dans le Guyancourt Magazine, sur le site de la ville. On a déjà des gens qui se sont manifestés, donc forcément on fait le relais avec les archives départementales, on les réoriente. Et puis il faut dire aussi que nous avons un projet d'exposition, donc à ce titre on prend des contacts, on essaye de trouver des objets qui pourraient illustrer le mieux possible notre exposition qui aura lieu donc à l'automne 2014. Et pour les différents documents qui sont collectés via les archives, il y a aussi une plateforme internet Mission Centenaire 14-18 qui existe, l'adresse va s'afficher. Voilà, alors on prévoit au mois de février d'installer, enfin de proposer en tout cas à tous les Yvelinois de participer à une plateforme collaborative sur laquelle seront mis en valeur justement tous ces documents qui ont été recueillis lors de la collecte la semaine prochaine, mais surtout tout au long de la commémoration en fait. Parce qu'en dehors de cette semaine spécifique de collecte, j'imagine que vous recevez des documents tout au long de l'année. On pourra proposer en tout cas à chaque Yvelinois de participer et de mettre en ligne des documents qui pourraient intéresser cette période. Et en fait, ça ne sera pas uniquement sur l'année 2014, mais je dirais de 2014 à 2018 en fait. Le département a été marqué de quelle manière pendant cette Grande Guerre ? Alors là, effectivement, je dirais qu'on n'a pas été impacté de manière directe, mais évidemment, tout à chacun a autour de lui quelqu'un dans sa famille qui a participé à la guerre. Je dirais que le département, en particulier, a accueilli beaucoup de réfugiés du nord de la France, de Belgique, voilà. Et également, s'est instaurée toute une solidarité, par exemple au niveau des hôpitaux. On le voit, il y a beaucoup de grandes propriétés qui ont servi à accueillir justement des hôpitaux un petit peu de fortune pendant cette période. Sur Guyancourt ? Alors sur Guyancourt, il faut imaginer que c'était un tout petit village. Il y avait même la ville nouvelle, l'agglomération n'était pas là, forcément. 700 habitants, donc on a quand même eu 38 morts pour la France sur 700 habitants. Et puis il y avait des problématiques de village, d'un village rural, au niveau de l'agriculture. La main-d'œuvre était partie au front. Effectivement, l'accueil des réfugiés, des cantonnements. Voilà comment la vie quotidienne devait s'organiser. C'était rude aussi à l'arrière. On peut peut-être voir quelques photos, quelques documents qui sont extraits du fond des archives départementales, certaines affiches par exemple, comme celle-ci, c'est une affiche de la mairie de Versailles qui invitait les habitants jouant du Clairon à se mettre à disposition de la mairie, ou encore le parc de l'abbaye du Mousseau, Ménil-Saint-Denis transformé en hôpital. Vous disiez tout à l'heure certains sites qui servaient d'hôpitaux justement. Vous avez beaucoup de documents de ce type-là, beaucoup de cartes postales, de photos ? On a un certain nombre de cartes postales, effectivement. On a des témoignages qui sont parfois des témoignages poignants, vraiment, qui pourraient s'approcher de lettres de poilus. Par exemple, on a des lettres d'instituteurs partis au front et qui racontent vraiment le quotidien des tranchées. On a bien sûr des documents administratifs, tels que les affiches que vous avez vues tout à l'heure, qui présentent vraiment, qui permettent de se représenter justement la dureté de cette vie à l'arrière, cet effort, cette solidarité envers les soldats et le front en général. Et puis il y a le site de Saint-Cyr à l'école également, la base aéronautique de Saint-Cyr, périodiquement qui abritait des dirigeables durant la Première Guerre mondiale, un atelier employant près de 4000 personnes. Voilà des photos qui témoignent aussi de cette activité sur le département. Même chose, lorsque les gens viennent vous voir, ils viennent aussi pour prendre des informations, en savoir plus sur ce conflit et sur la manière dont leur ville peut-être, ou peut-être même retrouver des proches, leur famille qui ont participé au conflit. Il y a énormément de recherches autour de ce qu'on appelle les registres matricules, qui sont véritablement les fiches militaires qui permettent de retracer le parcours de chaque soldat. Et puis bien sûr, on vient trouver tout l'environnement de la guerre. On a beaucoup de demandes aussi du côté, par exemple, des scolaires qui veulent s'intéresser à cette période, des personnes qui font des recherches par rapport à des noms qui apparaissent sur des monuments aux morts. Voilà à peu près l'essentiel des recherches pour l'instant. C'est mené de la même manière à Guyancourt. J'imagine que vous travaillez ensemble, que les gens viennent vous voir, viennent aussi, s'ils habitent sur la ville, viennent vous voir aussi. Tout à fait. Ce sont des sources complémentaires, archives communales, archives départementales et puis archives familiales. Du coup, ça permet effectivement de retracer, de recouper, de pouvoir tracer des destins, retracer, redessiner des destins. Et c'est très riche et c'est ça qu'on espère avoir aussi, des témoignages de Guyancourtois, ça serait formidable. Pour l'instant, vous n'en avez pas vu. On en a quelques descendants de familles de soldats guyancourtois. Donc on aimerait, là je fais un appel vraiment, on aimerait en avoir plus, ça serait formidable. Est-ce que vous avez réussi, à travers ces différentes sources, à collecter des objets, des casques, des choses comme ça Oui, alors il y a des personnes qui se sont manifestées, qui effectivement, des casques, peuvent avoir une gourde, peuvent avoir
voilà, du grand-père. Oui, il y aura des objets, et ça, c'est intéressant aussi. Ce sont des objets qu'on vous confie ou que vous prenez en photo et que vous restituez après? Parce qu'il y a peut-être aussi, on va peut-être lever une crainte, des gens qui se disent, oh là, si je dis que j'ai des archives chez moi, on va venir me les prendre, je voudrais les garder, ce sont des trésors de famille. Absolument, il faut lever cette crainte. En fait, tout sera confié, prêté le temps de la numérisation qui va être fait aux archives départementales ou de la prise de vue éventuellement, si pour certains objets. Et tout sera rendu, il n'y a pas de souci. Vous rendez tout aux archives aussi. Oui, oui, sauf si des personnes, bien sûr, souhaitent vous les confier en pour don. Oui, voilà, on n'est pas contre non plus. Merci donc à toutes les deux d'être venues parler de cette grande collecte dans le cadre des 100 ans du début de la Grande Guerre. On va juste revoir les différentes adresses si les gens souhaitent vous contacter, aussi bien aux archives municipales qu'aux archives départementales. Et puis je le rappelle, le 11 novembre sera marqué par les commémorations de fin du conflit dans les différentes communes. Retour dans ce journal à présent sur une histoire survenue à un ancien salarié de la MGEN sur le site de la Verrière. Depuis peu, le parc qui appartient à la mutuelle de l'éducation nationale a donc été cédé à la ville pour que le public puisse s'y promener. Des grillages ont été installés pour des raisons de sécurité. Seulement pour la demeure de l'ancien responsable des jardins qui y réside toujours, aucune porte de sortie n'a été prévue. C'est insolite mais pas forcément facile à vivre au quotidien. Sa voiture est bloquée dans son garage depuis plusieurs semaines. Claire Cambier, Elodie Moine. Depuis le 25 octobre, Jean-Pierre Pevion ne peut plus sortir sa voiture de son garage. Cette clôture, construite sur le côté de son habitation, empêche tout accès. La raison de cette situation, pour le moins ubuesque, l'ouverture au public du parc du château à la Verrière. Car cette maison se trouve à l'entrée du parc. Pour la MGEN, propriétaire des lieux, cette clôture est une question de sécurité. Ce qui est important pour nous, c'est de maintenir la sécurité dans cet espace qui est public. Et dans la convention qui a été rédigée en collaboration avec la Casquie et la mairie, il est prévu l'absence de circulation d'engins à moteur dans le parc. Autre argument avancé, empêcher l'intrusion des badauds sur le terrain de M. Pevion. Contacter la mairie de la Verrière indique qu'une exception peut être faite face à cette situation et a même confié les clés de la grille principale à Jean-Pierre Pevion pour lui laisser l'accès. Mais la situation est plus compliquée qu'elle n'y paraît. Monsieur Pevion est l'ancien chef de service des espaces verts du parc. La MGEN l'a employé durant 48 ans et cette habitation était son logement de fonction. La société a externalisé cette année l'entretien du parc à une entreprise locale qui a conservé par obligation légale les employés et repris à sa charge ce logement. Ce changement de statut a été mal vécu par l'ancien salarié qui a par ailleurs entamé des démarches contre la MGEN pour inégalité de salaire. J'ai revendiqué mon dû, enfin ce que je pense être mon dû, après on verra, je ne présage de rien. Il est évident que depuis, les relations se sont tendues. Une conciliation devrait être organisée à ce sujet en mars. Quant à la grille, la MGEN n'envisage pas pour le moment de créer une ouverture. Voilà pour l'histoire donc de cet ancien salarié de la MGEN. Pour terminer, je vous le disais au début de cette édition, Axel Bauer est en répétition en ce moment à Guyancourt à la batterie avant un concert qu'il donnera ce soir. L'artiste révélé par Cargo de Nuit, l'un de ses succès en 1983, relancé aussi avec Éteint la lumière en 92, puis avec son duo avec Zazie en 2000, interprétera les nouveaux titres de son album Peau de serpent, serpent avec un S. Aurélia Debussy est allée le rencontrer. J'ai voulu mettre l'accent sur les textes. Je voulais que chaque texte soit vraiment le reflet de ce que je vis, de ce que je ressens, etc. Je voulais être au plus proche de ce que je chantais. Cet album a représenté à la fois une rupture et un changement avec ce que j'ai pu faire. En tout cas, je l'ai perçu comme ça. C'est toujours une continuité, mais il y a une vraie renaissance pour moi à travers cet album. Et donc j'ai pris de la métaphore du serpent qui change de peau pour rentrer dans sa nouvelle peau, sa nouvelle vie, on va dire, symboliquement. Et puis aussi l'écaille de serpent est souvent récupéré par le monde du rock, soit sur un blouson. On se rappelle de Nicolas Cage dans Sailor and Lula qui dit c'est le symbole de mon identité, ou alors sur des chaussures et tout ça. Et là j'ai une guitare qui est en peau de serpent. Bon.
En peau de serpent, donc le nom de son album Axel Bauer ce jeudi soir en concert à 20h30 à la Batterie à Guyancourt et il reste encore des places. C'est la fin de ce journal. Je vous retrouve vendredi pour un nouveau point complet sur l'actualité. Nous reviendrons notamment sur le verdict du procès concernant le mari de cette femme voilée à Trappes dont le contrôle mouvementé d'identité cet été avait déclenché une série d'émeutes. Ce soir sur TV Fil, vous avez rendez-vous avec Claire Cambier pour un nouveau numéro de Fil Écho. Bonne soirée et à demain.